Elisabeth Borne estime elle pensait être encore utile à ce poste. Bon, on est satisfait, on est soulagé d'entendre ça. Ah, on est soulagé et je comprends pourquoi est-ce qu'on célèbre Pâques et la résurrection du Christ, parce qu'apparemment même les morts politiquement essaient de renaître de leurs cendres. Elisabeth Borne dit qu'elle peut être utile au pays et à Emmanuel Macron. Moi je pose la question, à quoi servit Elisabeth Borne pendant un an? Elle a été nommée il y a un an, après une campagne législative calamiteuse, comme il faut le dire, parce que c'est elle qui a mené campagne pour la majorité présidentielle et ils ont perdu leur majorité absolue. C'est le premier point, donc son talent de campagne électorale est très faible. Le deuxième point, c'est qu'elle a été nommée en place pour à la fois élargir la majorité présidentielle et pour pouvoir dialoguer avec les syndicats. Elle a tellement bien dialogué avec les syndicats, c'est ce qu'elle évoquait, sa capacité de dialogue social, qu'elle a réussi à amener tous les syndicats contre elle lors de la réforme des retraites. On avait un front syndical uni contre elle. Elle devait élargir la réforme, donc élargir la majorité présidentielle au Parti socialiste, aux Républicains. Vous avez vu qu'il y a des Républicains qui normalement étaient naturellement portés sur la réforme des retraites et qui ont voté la motion de censure. Il n'y a aucun député PS qui a rejoint la majorité présidentielle, alors que c'est son camp d'origine, parce qu'elle vient de la gauche originellement. Elle devait également mener une réforme technique sur la réforme des retraites. On aura une décision du Conseil constitutionnel qui va arriver à la fin de la semaine, et vraisemblablement le Conseil constitutionnel va à minima prononcer une censure partielle, c'est-à-dire une censure sur une partie des textes, donc une censure qui est technique. Donc moi, la question que je pose, c'est à quoi sert Elisabeth Borne, à la fois pour Emmanuel Macron, donc son président, parce qu'elle ne le protège pas dans la mesure où à chaque fois qu'elle fait une déclaration, à chaque fois qu'elle prend la parole dans les médias, Emmanuel Macron baisse dans les sondages. Il est quand même passé de 40% d'opinion favorable en un an à actuellement moins de 25% d'opinion favorable. Et en plus, elle n'est pas en capacité de parler aux Français. Et je ne vois pas son utilité pour la France dans la mesure où son poids politique est tellement faible, elle n'a pas d'incarnation, que je pense que le meilleur choix pour Emmanuel Macron, c'est de s'en débarrasser, parce que s'il continue à garder, je pense qu'Emmanuel Macron va tomber tellement bas qu'il va finir par trouver du pétrole. Michel Taub, William Tay. Moi, je trouve que l'enquête que vous avez faite est certes pas représentative, mais elle représente beaucoup ce que pensent les Français. Dans la mesure où, en fait, le problème qui a été porté sur la réforme des retraites, c'est pas Elisabeth Borne auquel on crie son nom sur la contestation sur la réforme des retraites. Dans les dernières manifestations, les gens ont ciblé non pas Elisabeth Borne, mais Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'était Emmanuel Macron qui était ciblé, c'était pas Elisabeth Borne. Et le point qui se pose sur Emmanuel Macron, c'est quelle option de sortie de crise? S'il retire son texte, est-ce que ça calmera pour autant les manifestants? Est-ce que ça baissera son impopularité comme le cas de Jacques Chirac avec le CPE en 2006? Ce n'est pas totalement sûr. C'est-à-dire que vraisemblablement ça peut le faire, mais ce n'est pas totalement sûr. Si par cas il dissout l'Assemblée nationale pour conserver Elisabeth Borne, il est vraisemblable qu'il arrive sur le même scénario que Jacques Chirac en 97 et donc il perdrait encore plus de sièges que ce qu'il en a actuellement. Si par cas il change Elisabeth Borne, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que ça calmera les Français? Est-ce que ça permettra de le relancer? Et surtout, qui pour la remplacer? Est-ce qu'il y a quelqu'un venu de la gauche, dans la mesure où la NUPES est bien constituée, donc un Premier ministre plutôt venu de la gauche ou ancien venu de la gauche, qui pourra parler et récupérer des députés socialistes ou écologistes? Ce n'est pas sûr. Est-ce que Bernard Cazeneuve va le faire? Bernard Cazeneuve, par exemple. Tout à fait. Si vous mettez quelqu'un de la droite... parler, c'est très fort peu probable. C'est très fort peu probable, exactement. En rupture complète. C'est pas sûr qu'il accepte. La malédiction de Matignon, entre guillemets. Ouais. Si vous mettez quelqu'un de droite, on a vu que le groupe des Républicains était divisé. Donc, le Premier ministre de droite, est-ce qu'il pourra réunir à la fois le groupe des Républicains, mais à la fois le groupe de Renaissance, donc 242 sièges, et les 60 des Républicains? Et là, ce n'est pas totalement certain non plus, parce que le groupe des Républicains est divisé. Donc moi, je pense qu'il y a un point, et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne se maintient en place, pour deux raisons. Parce qu'il n'y a pas de remplaçant évident, et en plus, vous avez la malédiction de Matignon avec le cas d'Edith Cresson qui lui permettent de se maintenir au moins jusqu'à l'été, pour pas qu'Emmanuel Macron brise le record d'Edith Cresson et donne l'idée que les femmes soient à un poste maudit à Matignon. Dans l'arrivée des beaux jours, les rodéos urbains, mais toujours est-il qu'ils existent toujours. Est-ce qu'on en fait assez? De toute façon, tant qu'on ne changera pas de doctrine d'intervention sur les rodéos, on arrivera dans ces situations. Moi, je pense que le point essentiel, c'est est-ce qu'on considère que les rodéos sont un fléau pour la société? Si on considère que ce sont un fléau pour la société et pour les riverains et pour les habitants de ces quartiers, il faut changer de doctrine. Le seul moyen de limiter les rodéos, c'est pour que les personnes qui fassent le rodéo, ça leur coûte plus cher de faire le rodéo que de ne pas le faire. Et à ce titre, il existe une méthode qui est importée, qui a été utilisée au Royaume-Uni, qui est de percuter en fait les auteurs de rodéo et de permettre aux forces de l'ordre de pouvoir intervenir directement. Si par cas vous mettez en place cette doctrine, vous aurez de la casse dans un premier temps. Évidemment, vous aurez de la casse. Mais ensuite, les personnes, est-ce qu'elles feront des vidéos pour les diffuser sur les réseaux sociaux, pour exister dans leur groupe restreint? Est-ce qu'elles prendront le risque ensuite, après de mener des rodéos, si par cas vous risquez d'être blessé ou vous risquez une altercation avec les forces de l'ordre de manière beaucoup plus avec un contact réel?
Moi, je pense qu'il faut décourager les personnes. Les personnes agissent comme des acteurs rationnels. Ils rationnent sur le fait, est-ce que ça me rapporte plus de le faire que ça me coûte? Et tant que ça ne leur coûtera pas plus cher de faire des rodéos, ils continueront. Et vous avez raison de poser la question, et vous poserez la question dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 mois, ou l'année prochaine, à chaque arrivée des beaux jours. J'espère dire. Merci Michel Taube. William Tay. Quand on regarde, on est sur un processus de désenchantement, désécularisation de la France et même des sociétés occidentales depuis les années 50, les années 60. Sur la question que vous avez posée sur pourquoi est-ce qu'on a un regain sur les 25-34 ans, moi j'ai assisté, parce que c'est ma tranche d'âge, à un regain et un retour du fait religieux sur l'époque précise 2008-2020 en raison de la crise financière qui a bouleversé notre modèle. Donc quand vous perdez votre modèle économique qui était le modèle néolibéral, vous perdez toute votre croyance et donc du coup vous réfugiez quelque part. Vous avez eu le retour des attentats et toutes les vagues que nous avons connues qui ont conduit en fait les personnes à réfléchir sur elles-mêmes. Il faut ajouter sur un dernier point la crise sanitaire qui a enfermé les personnes chez elles et qui ensuite après ont cherché un modèle de repère, et en l'absence de repères donnés par l'État, les gens se sont réfugiés vers la chose qui permet de donner une structuration à un repère qui est la religion. Okay. Je pense que c'est une bonne initiative, qu'il faut le faire. On a été trop clément en fait envers une certaine violence et certains modes d'action qui viennent de l'extrême gauche et de l'ultra gauche, et également sur les écologistes, j'en ai parlé tout à l'heure. Et je pense qu'au-delà de la dissolution d'associations qui est utile, mais comme l'a rappelé Michel Taube, c'est assez limite parce que les personnes peuvent se réorganiser en collectif ou pas forcément dans le cadre d'associations. Et il y a la question également qu'il faut poser des subventions publiques accordées à certaines associations qui agissent contre les intérêts des Français. Ça pose notamment la question de la Ligue des droits de l'homme. Ça pose également l'association, des associations de certains de défense de migrants qui utilisent l'argent de l'État pour faire des procès contre l'État sur les migrants. Et vous avez toute une ribambelle d'associations qui sont payées donc du coup par le contribuable et qui sont utilisées dans le cadre associatif pour l'utiliser contre l'État français. Et moi je pense que c'est un point essentiel. D'une part, dissoudre les associations qui ne respectent pas les conventions, et il y a également la mention des actes terroristes, et je pense que ça concerne les écologistes radicaux. Et en plus, interdire les financements pour pas que le contribuable français ait à payer des gens qui luttent et qui combattent la France. Principaux intéressés, les agriculteurs. Oui, et ils sont victimes souvent de ce que moi j'appelle le terrorisme écologiste. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'écologistes pour exprimer leurs moyens d'action qui cassent les exploitations, et ça n'arrive pas uniquement à Sainte-Soline, ça arrive un peu partout. Les méthodes d'action des écologistes sont de plus en plus radicales. Et moi je pose la question, et Gérald Darmanin l'avait posé aussi récemment, c'est lorsque vous exprimez par la violence un message politique, est-ce que vous ne rentrez pas dans la définition du terrorisme? C'est une définition qui est à la fois nationale et internationale, communément admise également par tous les systèmes et tous les pays des Nations Unies. Et moi, je pense que ça pose une question essentielle. C'est comment on fait pour les arrêter? Et ça pose la question à la fois de leur arrestation, de leur dissolution et des moyens exceptionnels accordés à la police pour régler ce cas de terroriste, si par cas on accepte de les qualifier par exactement ce qu'ils sont. Ensuite, après, ça pose une autre question sur les écologistes et leur nuisance envers la société française. À cause d'eux, on a exploité 30 à 65 milliards d'euros par an en termes de fiscalité dite écologiste pour dépenser ça dans des daubes d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques qui nous ont permis, ni d'assurer ni notre souveraineté énergétique parce qu'on était en période de délestage cet hiver, ni d'assurer la transition énergétique, enfin la transition écologique, parce que c'est le nucléaire qui est l'énergie la plus décarbonée et la moins chère. Et ensuite, après, ça pose leur question sur le débat public, c'est qu'à chaque fois qu'ils s'inscrivent dans le débat public, ils sont là pour arnaquer et mentir aux Français, et c'est la même chose sur la bassine. Qu'est-ce que est ce cas de bassine? On a eu cet été un cas de dérèglement climatique qui provoque des pluies dites irrégulières. Donc, quand vous avez des pluies irrégulières, il faut pouvoir stocker l'eau pour pouvoir la fournir en quantité dite régulière aux agriculteurs. Quel est le meilleur moyen pour le faire? C'est une bassine. Si par cas les écologistes ont une autre méthode pour réguler l'état de nature, qu'ils la proposent plutôt que d'essayer de tout casser et de polluer le débat public. Michel Taube, William Tay. Les événements récents montraient que les frontières étaient importantes, soit par la guerre avec le retour du tragique en Europe, soit par la crise sanitaire qui ont montré que la maîtrise des frontières était impérative pour un État. Et malheureusement, l'État français est incapable d'assurer ses frontières parce qu'elle est bloquée administrativement et juridiquement par les textes internationaux et européens et par les décisions des juges, et qu'ensuite les pouvoirs publics n'ont pas été capables de pouvoir structurer une police aux frontières capable d'assurer la sécurité à nos frontières et la reconduite aux frontières. Et si par cas vous ne maîtrisez pas vos frontières, est-ce que vous êtes encore un État souverain selon la définition des organisations des Nations Unies?